RMC Running, Yoann Durand. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC de tous les passionnés de la course à pied. On est toujours en direct sur la terrasse en plein cœur de Chamonix pour le plus grand événement trail au monde, l'UTMB. On se régale, il y a du monde partout, il y a des arrivées. On vient d'assister à l'arrivée en live de Jim Wensley qui remporte l'OCC. Et si vous entendez crier, c'est encore des coureurs qui passent derrière nous. Ça va être un incessant balai de coureurs. Et donc Jim Wensley s'est imposé sur l'OCC devant Christian Minoguio et Andrzej Witek. Mais c'était dans un mouchoir de poche avec à peine 20 secondes d'écart entre les deux premiers. Aujourd'hui, on reçoit un ami de RMC Running, un habitué, notre ultra-trailer aventurier Mathieu Blanchard, ainsi que Ambrine Fourari-Margotin, responsable médical de la gamme Beroca. En attendant, n'oubliez pas de garder les bons réflexes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, RMC Running sur Strava et Instagram. Abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et laissez-nous des notes et des commentaires parce que ça nous aide à grandir. RMC Running. Comme je le disais, on est en direct depuis 3 jours pour 3 journées de dingue sur la terrasse. Et je suis donc avec Mathieu Blanchard. Ça va Mathieu ? Salut Yoann, ça va super. Bonjour Ambrine, ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous. Bon, alors Mathieu, pas trop frustré de ne pas participer pour la première fois à cette UTMB. Ça fait quoi d'être en spectateur ? Alors je suis extrêmement frustré, mais c'est exactement ce que je suis venu chercher cette année, de la frustration. Donc c'est parfait, le plan fonctionne, tout est bon. Alors par contre, tu cours pas mais tu fais un autre ultra plutôt médiatique, non ? Ouais, je cours différemment cette année, je fais plaisir à mes partenaires qui soutiennent ma carrière et mes projets. Et depuis que je fais du trail, c'est-à-dire depuis 2017, j'ai participé à toutes les éditions de l'UTMB et j'ai jamais pu vraiment donner beaucoup de temps à mes partenaires la semaine de la course parce que je préférais garder mon énergie. Mais cette année, puisque je participe pas à la course, je fais un ultra médiatique et un ultra partenaire de lundi à vendredi. C'est différent et l'idée c'est de créer ce manque pour revenir peut-être dès l'année prochaine ? Exactement, l'année dernière j'avais un petit peu fait le tour de l'UTMB, la sensation de le connaître par cœur, presque les yeux fermés je peux faire la course et j'ai besoin de ce truc un petit peu aventure, de découvrir, de ressentir des trucs et je me suis dit que de couper une année ça allait me faire du bien pour oublier, prendre un peu de recul par rapport à cette course. Plutôt que d'aller sur un format plus court en se disant je vais quand même y participer sur l'OCC ou n'importe quoi, mais ça reste la même chose, c'est l'événement en lui-même, c'est global, il y a de l'attention médiatique, les partenaires sont là, la communauté est là, donc peu importe la course à laquelle on participe, il y a de l'engouement et puis si je veux couper, il faut vraiment que je coupe sur toutes les courses. Ok, et donc là quel est ton ressenti là, la veille du départ ? Est-ce que demain tu auras quand même un petit pincement pour les copains ? Tu seras... Ouais, j'ai un bon FOMO, je vois autour de moi les athlètes dans le chalet qui sont en train de préparer leur dossard, l'accrocher sur le t-shirt, vérifier le matériel. Moi d'habitude je fais ça avec eux, là je le fais pas. Maintenant j'ai aussi cette petite frustration parce qu'on a une météo qui est très compliquée qui arrive là. De la pluie, du vent, de la boue, un moins 7 en ressenti sur les cols cette nuit avec peut-être même de la chute de neige. Et moi j'adore ces conditions-là, je suis un petit peu souvent en mode sanglier et je sais que quand les conditions sont difficiles, je résiste parfois un peu mieux. Ça aurait pu t'avantager. Ça aurait pu être une bonne année, mais maintenant on va espérer qu'il y ait des mauvaises conditions l'année prochaine aussi. C'est sûr que quand t'as participé à Yukon Arctic Ultra, c'est pas les 10 degrés de Chamonix qui te font peur. Effectivement, j'ai pris moins de 42 au Yukon, donc le 0, moins 10 ira bien normalement sur les cols de l'UTMB. L'UTMB par rapport à ce que ça représente pour toi, c'est ta course préférée ? Ou il y en a d'autres ? J'aime toutes les courses parce que chaque course a ses particularités en termes de terrain, mais chaque course a aussi ses particularités en termes d'histoire qu'on ne contrôle pas avant. Mon premier UTMB en 2018, j'ai fini avec mon petit frère main dans la main qui venait d'avoir un grave accident, il a été amputé de sa jambe, mais je me suis retrouvé sur d'autres courses aussi avec des histoires de fou, donc c'est vraiment l'histoire aussi plus que le terrain que j'aime dans ces courses-là. Ouais, c'est ça, parce que moi je me reconnais un peu en toi parce que j'ai le marathon de Paris, c'est pareil, je n'y participe pas chaque année pour créer le manque et c'est ma course favorite, tu vois, c'était mon premier marathon, c'est là où j'ai battu mon record et je kiffe y participer, mais je kiffe aussi venir profiter comme tu le fais sans pression et être un peu plus tranquille. Alors que c'est l'arrivée de la première Kenyane, voilà pourquoi vous entendez
Vous entendez un petit peu de bruit derrière nous, la première féminine. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'un Kenyan va s'imposer sur un ultra. Ouais, c'est un débat qu'on entend souvent dans des podcasts comme ici ou même dans des discussions de coureurs. C'est que valent les Kenyans qui courent très très vite à plat sur des formats plus longs beaucoup 40, plus longs parce qu'on les a vus sur des formats plus courts, 20, 30, 40 bornes. Par exemple. Là aujourd'hui, l'OCC est quand même un 60 km, donc on peut dire que c'est un format ultra. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un Kenyan ou une Kenyane va remporter s'impose sur un format ultra. Donc oui, ils sont capables de très bien faire sur des formats plus longs. Maintenant, l'UTMB, c'est encore une autre marche. Ah là, on n'est plus à 60, on est un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de gestion puisqu'on passe aussi une nuit dehors et ça, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Mais bon, c'est déjà une première marche pour les coureurs kenyans. Et c'est vrai que ce discours, on l'entend souvent. Et moi qui viens du marathon et pour les côtoyer au quotidien, c'est vrai que je me dis que le jour où... parce que t'es allé à Iten, t'as vu sur quoi ils s'entraînent, c'est quand même des parcours qui sont relativement vallonnés, donc effectivement tu te dis c'est des coureurs à pied, ils ont toute leur place sur l'ultra. Donc revenons à ma question. Pas ton objectif, mais disons que ton prochain défi en tant qu'aventurier, c'est la Transat Café L'Or, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, je me demandais où c'est que tu voulais en venir parce que la semaine prochaine, je pars quand même sur ma terre natale de trail, qui est le Québec. C'est là-bas que j'ai découvert ce sport, c'est là-bas que je suis devenu qui je suis devenu. Et voilà, il y a une course que j'ai toujours voulu faire, un ultra qui s'appelle l'Ultra Trail Arikana, au nord du Québec. J'ai jamais pu y participer parce que ça tombe en général trop proche de l'UTMB. Et j'y vais la semaine prochaine pour le courir. Mais pour revenir sur le défi aventure un peu hors course, effectivement, fin octobre, je prendrai le départ de la course Transat Carte L'Or. Anciennement Transat Jacques Vabre, qui traverse l'Atlantique, qui se rend du Havre jusqu'à Martinique. La particularité du projet, c'est qu'avant cette année, j'avais jamais fait de voilier. C'est dingue ça. Non, et tu t'es levé un matin et tu t'es dit vas-y ça. J'ai toujours été fasciné par les histoires un petit peu de navigation, des grands explorateurs, de Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est plutôt venu. J'ai eu la chance d'être invité au départ du Vendée Globe l'année dernière au Sable d'Olonne. Et quand j'ai vu tous ces navigateurs et ces navigatrices partir là comme ça, faire le tour du monde, ça m'a fasciné. Et j'étais dans une soirée avec quelques personnes de ce monde-là. Et puis j'ai mentionné tout simplement l'idée que je rêverais de faire ça un jour. Et puis une des écuries m'a proposé de participer en tant que co-skipper à cette course. C'est dingue. Et donc tu t'entraînes un peu pour ça ou Oui, alors je m'entraîne beaucoup avec les bouquins. Et je m'entraîne aussi, je vais faire parfois des allers-retours en Bretagne pour faire quelques entraînements avec le navigateur, le skipper avec qui je vais être, pour se régler. C'est un duo, on sera que tous les deux, c'est un duo. Alors lui, évidemment, c'est lui qui va tout contrôler, mais je vais être un petit peu là à la manœuvre pour l'aider et optimiser la performance du bateau parce que ça restera une course et pas une balade. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et derrière, vous avez prévu de participer à la Transmartinique. Exactement, c'est un double projet. J'aime bien partager mon univers avec d'autres univers. Je l'ai fait avec un apnéiste, je l'ai fait avec un alpiniste, je l'ai fait avec un grimpeur et là, je le fais avec un skipper. Donc puisque la course arrive en Martinique et que seulement peu de temps après notre arrivée, il y a la fameuse Transmartinique qui traverse toute l'île, on s'est dit, quitte à être sur place, allons faire cette course. Ah magnifique. Et du coup, aujourd'hui, sur tes semaines de type d'entraînement, on est sur quelque chose de pas classique, j'ai envie de dire, puisque tu as ce côté navigateur qui prend un peu de temps. Ouais, disons que surtout que puisque les objectifs trail sont un petit peu moins ambitieux pour moi, disons en termes de densité de courir que je veux retrouver sur place, surtout en termes d'ambition, disons que j'ai un petit peu relâché la pression et j'ai aussi relâché la charge tout simplement. Je ne me mets pas des volumes avec des intensités de fou en ce moment à l'entraînement, mais je maintiens quand même ce qu'il faut. Et c'est bien aussi, ça me permet une petite régénération à un moment d'une saison où d'habitude je ne le fais pas et ça me fait du bien. On va parler récupération du coup, puisqu'on parlait entraînement et gestion de l'effort. Avec Beroca Energy, c'est quoi les protocoles d'avant-course pour être bien, pour éviter certainement, on le voit avec Mathieu, pour éviter les anémies, que ça soit en potassium, en fer, en magnésium, il y a des choses, des compléments alimentaires et des choses à suivre? Alors effectivement, quand on arrive sur ce type de performance, on va avoir des besoins nutritionnels qui vont augmenter. Et donc en fonction des préparations, que ce soit de la course, qu'on soit en période d'affûtage ou alors plutôt qu'on soit en période de récupération, on va avoir certains nutriments qui vont favoriser soit justement une récupération musculaire, soit un bon métabolisme énergétique et qui vont vraiment permettre de compenser ces besoins qui sont plus élevés.
Donc là, pour Beroka par exemple, donc on a ce Beroka Énergie. Donc là, c'est vraiment un complément alimentaire. Et donc là, je mets l'emphase sur la nutrition. Oui. C'est bien une optimisation. Donc on a vraiment une nutrition de base qui doit être plus ou moins excellente. Oui. Et quand on a ces périodes qui demandent des surcharges, justement, d'entraînement, des grosses périodes, des gros volumes. C'est ça, des gros volumes, avec parfois des temps de récupération entre les entraînements qui sont plus ou moins courts. Ouais. Donc on a des difficultés à avoir cet équilibre entre les apports et les besoins. Ce type de complément alimentaire, donc la Beroka Énergie, va pouvoir ramener des compléments, donc des vitamines, des minéraux. Donc en l'occurrence, on a un complexe vitaminique B complet, donc, qui est vraiment très important pour tout ce qui est métabolisme énergétique. On a de la vitamine C qui va aider à réduire la fatigue. On a du magnésium extrayant donc pour tout ce qui est récupération musculaire, etc. Et puis on a du zinc, parce que c'est vrai que dans ce type d'entraînement, le mental est très très important. Donc tout ce qui est fonction psychologique, fonction cognitive, ces nutriments ne vont pas avoir un impact que au niveau musculaire. Le mental, les fonctions psychologiques sont extrêmement importantes. Et là, ce produit-là est vraiment dédié aussi pour cette fatigue mentale. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment pas mal de données scientifiques à ce niveau. Donc on a 7 études cliniques sur cette formule, donc qui sont des études cliniques assez robustes avec des gros échantillonnages et puis des études même visuelles. Donc c'est ce qui est assez particulier. Donc on a des IRM fonctionnels pour voir vraiment l'impact du produit sur cette concentration, cette mémoire, l'impact à ce niveau-là, au niveau du contexte cérébral. Et ces cures-là, elles sont bonnes pour un trailer, comme pour un marathonien, comme pour quelqu'un au boulot qui a une surcharge mentale. Ça peut être utilisé par tout le monde. C'est ça. Alors c'est que ce produit de base est fait pour la population générale, mais c'est vrai que la base, c'est quand est-ce qu'on a des besoins nutritionnels qui vont augmenter. Alors là, le trailer, ça s'y prête particulièrement parce qu'on a justement des périodes d'entraînement qui vont être assez intenses. Mais c'est aussi pour la personne qui est au travail, qui a une grosse charge mentale, de stress. On va dépenser énormément de nutriments et ce genre de produits vont pouvoir justement compléter ces apports qui augmentent assez rapidement. Toi Mathieu, sur la nutrition spécifique en ultra, aujourd'hui tu es certainement l'un des plus rodés, voire je pense l'un des plus carrés, parce que moi je te vois de l'extérieur, j'ai l'impression que tout est pensé. T'avais besoin d'ajouter un petit peu ce complément nutritionnel qui peut-être te manquait dans ton quotidien, dans des périodes un peu de fatigue générale, en plus de tout ce que tu fais déjà? Alors je sais pas si je suis le plus rodé, mais en tout cas je rôde l'exercice très souvent en termes de tests, sur la nutrition en avant-course, dans la vie de tous les jours, pendant la course aussi, et puis en récupération après. Effectivement, ce que je peux lire et ressentir, et surtout quand je pense à la longévité, c'est-à-dire que moi je veux courir vite longtemps. C'est important aussi de s'intéresser à ce sujet-là, de comment fonctionne le corps et qu'est-ce qu'il a besoin exactement. Et puis moi tu le sais, je pratique de l'ultra trail, donc on est quand même sur des charges d'entraînement qui sont très conséquentes, notamment en termes de volume. L'intensité aussi on en fait, mais surtout le facteur qui est le plus marquant, ça reste le volume. Alors c'est pas des hauts volumes toute l'année, mais je sais aujourd'hui que dans les périodes qui sont les plus critiques, en général le mois qui précède la course ou le mois et demi qui précède la course, par expérience, avant mes courses, c'est toujours les moments où je me sens beaucoup plus fatigué, où parfois je vais tomber malade aussi, mon système immunitaire je pense tombe un petit peu, et la moindre bactérie, le moindre virus qui traîne par là, mon système immunitaire va pas être capable de le combattre. Je sens aussi parfois qu'en termes de récupération c'est plus compliqué d'une séance à l'autre au fur et à mesure du programme. Donc c'est sûr que parmi toutes les possibilités qu'on a pour combattre ces problématiques-là, il y a la complémentation. Et puis voilà, aujourd'hui, augmenter un petit peu nos consommations de certaines vitamines et certains minéraux à des périodes très précises est un avantage. Donc c'est vrai que je consomme du Beroka Énergie sur un programme d'environ 30 jours. Je commence un mois et demi avant la course jusqu'aux 15 derniers jours avant la course, parce que je sais que c'est la période la plus critique pour moi, et c'est celle dans laquelle je veux complémenter. Je fais aussi beaucoup d'analyses sanguines, de bilan sanguin, où je prends beaucoup de marqueurs à différentes périodes de l'année. J'en fais vraiment beaucoup, et je vais chercher des marqueurs hormonaux, mais aussi inflammatoires, mais aussi le fer aussi, tout simplement, c'est souvent un élément qui est difficile, et typiquement la vitamine C
Si on consomme un petit peu moins d'agrumes, on sait que la vitamine C va venir aider à l'assimilation du fer. Donc voilà, c'est une routine facile, comprimé effervescent dans l'eau le matin. Ça me fait en plus un grand verre d'eau pour l'hydratation avant de commencer ma journée. Avant le petit déjeuner. Avant le petit déjeuner, c'est le premier geste, un verre d'eau avec mon complément. Ça, en plus, ça donne un petit peu de goût à l'eau et toujours plus sympa. Et puis ensuite, la journée peut commencer sereinement. Les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui se développe avec également l'engouement pour la course à pied, enfin pour le sport en général, pour l'ultra et tout. C'est ultra important quand même pour les coureurs, pour les athlètes de faire attention à ce qu'ils vont manger et de la façon dont ils vont se complémenter pour justement éviter des carences ou des choses comme ça qui peuvent les amener à des blessures. Ouais. De faire des analyses sanguines assez régulièrement donc au cours de l'année pour vérifier, notamment donc en fer, en vitamine D, qui sont vraiment essentiels pour ce type de pratique. Et donc dans ce cas-là, donc on peut vraiment adapter à l'individu le taux et les supplémentations. Et là, c'est vraiment très important parce que justement, c'est des pratiques qui sont très intenses et qui vont demander des apports qui parfois sont très difficiles à avoir avec l'alimentation et qui du coup là vont vraiment faire la différence quand on se supplémente. Et donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser donc en cure, pas une fois par-ci par-là, il faut vraiment qu'il y ait un vrai suivi. C'est ça, c'est qu'en fait c'est souvent des cures, donc là pour le coup pour le Beroca Energy effectivement c'est une cure de 30 jours. Et quand on a de la vitamine D, etc., donc là ça va dépendre du médecin, donc on peut avoir soit une ampoule, et dans ce cas-là on la prend moins souvent, soit on peut avoir des doses journalières. Et donc là ça dépend vraiment aussi de l'individu, de la tolérance aussi à la vitamine ou aux composés qu'on lui demande de prendre. Ouais. Donc voilà, donc ça va vraiment aussi dépendre de l'individu et du programme que le médecin va mettre en place pour justement éviter les carences. D'un point de vue mental, Mathieu, je trouve que tu es quand même l'un des coureurs, tu l'as prouvé avec la Yukon Arctic, tu as fait un peu tout, marathon des sables et tout, et je pense l'un des coureurs qui a pas le plus gros mental, parce qu'on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, mais on t'a rarement vu abandonner, ou alors c'est vraiment qu'il y avait des conditions pour ça. Est-ce que dans ta préparation, le fait de rien laisser au hasard, de faire toutes les choses bien, de se complémenter suffisamment, t'apporte justement cette confiance qui t'amène le jour J à avoir justement ce mental à toute épreuve? Oui, je pense, quand on regarde en extérieur un entraînement, on a l'impression que ça se résume de manière simple à simplement aller dehors et suivre le programme qu'on a, mais c'est beaucoup plus large que ça. Tous les curseurs sur lesquels on peut jouer pour progresser, pour récupérer aussi sont très grands et finalement c'est pas si simple que ça. Et moi j'aime bien me imaginer, je le dis souvent parfois comme une table de mix de DJ et puis jouer sur les curseurs. Parfois on les joue à la hausse mais parfois à la baisse aussi. Oui. Je pense que aussi faire des cures a cet intérêt-là de pas non plus toujours saturer. C'est pas aussi simple que saturer le corps de ces éléments-là parce que le corps est aussi capable de faire ses propres synthèses. L'alimentation naturelle aussi, si elle est variée, équilibrée, locale, permet aussi d'avoir tous les éléments. Mais encore une fois, dans des périodes critiques de surcharge où c'est, j'ai envie de dire, peut-être pas super naturel pour un humain de courir 200 ou 300 bornes dans une semaine. Heureusement, c'est pas toute l'année. Oui. C'est les moments un petit peu critiques qui font que grâce à la science, grâce à la médecine, grâce à la pharmacologie, on sait aujourd'hui qu'on peut... ta récupération grâce à ça. On peut optimiser pour, je le redis, courir vite, certes, mais longtemps aussi. Et moi, je suis vraiment dans cette optique aujourd'hui qui a changé par rapport à avant, ou par rapport à mon choix de programmation, mon choix de course, est-ce que c'est quelque chose qui va beaucoup fatiguer mon corps et mon métabolisme au point de me faire vieillir plus vite, ou est-ce qu'au contraire ça va me faire rajeunir? Tu vois, je suis un petit peu dans une culture de la fontaine de jouvence avec ma pratique sportive. Ouais, la récupération c'est ultra important. Et quelles sont les erreurs nutritionnelles que tu observes le plus souvent chez les coureurs? C'est quoi? C'est de pas suffisamment s'alimenter sur ses sorties d'entraînement, parce qu'on a l'impression que l'entraînement c'est pas grave si je pars sans ma gourde, c'est pas grave si je m'hydrate pas bien, ou c'est plutôt des erreurs le jour J? Alors je pense qu'il y a aussi le jour J, il faut faire attention, il y a des apports glucidiques qui sont très importants le jour J, mais il faut aussi faire attention et adapter ces apports pendant la course, parce que si on a une intensité qui au final va être peut-être plus faible que ce qu'on a prévu au début, peut-être adapter sa consommation.
Donc ça peut être les premières erreurs. Et puis effectivement, donc, pendant les entraînements, vraiment faire attention. Ne pas trop non plus s'alimenter avant la course. On peut manger quelque chose parce qu'il faut quand même s'alimenter, mais ne pas forcer parce que derrière ça va avoir des impacts aussi le jour J. Et puis vraiment respecter, et Mathieu le sait probablement mieux que moi, mais voilà, cette consommation, donc faire attention à la consommation, pas trop de fibres avant la course pour pas avoir un impact trop important au niveau gastro-intestinal. Et puis vérifier pendant les grosses périodes d'entraînement, avant la performance, bien respecter et son alimentation et essayer de respecter ses besoins qui vont être augmentés pour pas avoir une accumulation de fatigue qui va être présente au début de la course, et donc on n'a pas envie d'arriver au début avec une fatigue mentale et physique. On veut être le plus frais possible pour pouvoir optimiser et le pire qui peut arriver, c'est d'arriver un peu fatigué, usé, cassé. Après, le sommeil et l'alimentation font partie intégrante de la récupération du sportif. Là aujourd'hui la météo est plutôt bonne là, en ce moment, mais ils annoncent froid. Ça change quelque chose en termes de ravitaillement, un UTMB fait par 20, 30, 35 degrés et le 5-10 degrés qu'on risque d'avoir ce week-end? Oui, énormément, ça fait des changements drastiques. Là, si on prend l'exemple de la météo qu'on va avoir ici sur l'UTMB 2025, les tendances sont à -7 sur les cols, donc il va faire assez froid. À partir du moment où il fait froid, le corps va consommer plus d'énergie pour se réchauffer, pour garder la température interne à 38. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur les ultras, c'est que parfois l'intensité n'est pas assez élevée pour créer la chaleur. Ce qui fait que on va augmenter. Moi, typiquement, quand il fait froid, je sais que j'augmente ma quantité de glucides visée à l'heure. Okay. On peut aussi, parfois, si on a un petit peu froid, alors ça c'est une technique un peu plus que j'ai développée en ayant eu des expériences dans le grand froid, choisir de prendre des flasques au ravitaillement avec de l'eau chaude dedans, avec des produits type bouillon, tu vois, un petit peu salé, et tu mets ça sous ta veste, ça va te réchauffer, et en plus de boire de l'eau chaude, un petit peu comme un thé, avoir de l'eau chaude qui arrive dans le système digestif, va aussi aider le corps à combattre le froid. Et à l'inverse, voilà, dans la chaleur en général, on va augmenter drastiquement par exemple l'hydratation parce qu'on transpire beaucoup plus. On va aussi aller sur des produits parfois dont on a plus envie, qui nous font penser plus au summer, l'ananas, le menthol, ce genre de trucs. Donc oui, vraiment l'adaptation alimentaire et hydrique change énormément d'une température à l'autre. Et pour toi, tu préfères quoi? Courir 30 heures par temps froid ou 15 heures à te brûler en plein cagnard? Alors moi j'aime tout, j'aime tous les extrêmes et j'aime surtout vivre des expériences. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le froid que le chaud, parce que le chaud, en fait, tu peux t'arrêter si tu as un problème, tu as le temps de réfléchir, essayer de régler un problème, une cheville qui a tourné, boire un coup, manger. Le froid, si tu t'arrêtes, t'es mort, donc tu peux pas t'arrêter, et c'est ça qui rend l'expérience beaucoup plus difficile et extrême. Merci Mathieu, j'ai juste une dernière petite question pour toi. Tu te vois où dans 10 ans? Alors je déteste me projeter trop loin. Alors, je suis pas non plus le philosophe qui crie tous les jours il faut se connecter au temps présent. Mais tu vois, on me demande même qu'est-ce que tu fais comme course l'année prochaine, j'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, la version de moi-même que je voudrais voir, c'est quelqu'un qui est en santé et qui est encore capable de vivre de grandes aventures intenses, longues, en milieu naturel, tu l'as dit, dans le très froid, dans le très chaud. Mais éventuellement, si je suis encore capable de courir des courses comme l'UTMB dans 10 ans, franchement, je serais vraiment content, et je vais tout faire pour. On a compris, on va utiliser Berocca Energy pour recharger les batteries pour toute la journée. Merci Ambrine. Merci à toi. Bonne journée et à très vite sur les podcasts RMC Running. RMC Running.